je m'appelle Yves Galchini, donc je travaille sur l'infrastructure et les systèmes chez Empreinte Digital. Je vais vous parler de stockage distribué, parce qu'en fait, chez Empreinte Digital, historiquement, il y avait des grosses problématiques liées à des logiciels de stockage, d'archives, notamment liées à des états civils sur des longues durées pour des conseils départementaux. Donc la problématique du stockage s'est posée assez rapidement. Donc alors qu'est-ce que c'est le stockage distribué? Alors l'objectif du stockage distribué, c'est vraiment la redondance, la résilience et les performances. C'est-à-dire qu'on va vouloir répartir son stockage qui soit juste sur un disque dur, comme sur un ordinateur lambda. On va vouloir le répartir soit sur plusieurs disques dans une machine, ce qu'on appelle communément le RAID, je pense que quasiment tout le monde sait ce que c'est maintenant. Ou alors via des SAN, donc des Stockage Area Network, donc en fait avec des systèmes de fichiers qui sont répartis en grappes dans un réseau dédié, optimisé, avec des protocoles particuliers, des fibres optiques ou d'autres technologies comme ça pour que ça aille très vite. Ou alors, des fois avec des NAS, certains ont probablement un NAS chez eux, ou une Freebox dans laquelle ils ont un disque dur, c'est possible d'en mettre plusieurs et forcément de faire une petite redondance, on va dire, des données, ce qui fait déjà du stockage distribué. De plus en plus, on arrive sur des solutions, alors ça existait déjà avant, mais on y rentre encore plus, sur des stockages orientés logiciels, de façon à s'abstraire en fait du hardware des SAN, qui souvent étaient propriétaires et coûtaient cher, qui étaient sur des technologies qui étaient coûteuses à maintenir, à mettre en place, pas forcément compatibles d'une marque à l'autre. Par exemple, entre un stockage Dell et un stockage IBM, vous pouvez avoir aucune compatibilité et du coup devoir tout racheter si jamais vous voulez migrer votre infrastructure. Donc l'objectif, ça reste toujours ça, c'est la grappe, avec de la redondance s'il y a un nœud qui pète, de la résilience, c'est-à-dire il y a un nœud qui casse, on en remet un autre, ça peut repartir normalement sans gêne pour le service, et de la performance, parce que forcément, si vous tapez sur 10 disques en même temps pour lire, ça ira toujours plus vite que si vous tapez sur un seul. Alors, il y a plusieurs façons de distribuer un système de stockage, soit au niveau file system, donc j'ai parlé, bon, je cite quelques protocoles si ça parle à certains. File system, c'est la partition du disque. Donc en fait, vous avez une vision d'une partition que vous allez récupérer, c'est typiquement le partage de fichiers Windows, donc ce qui est sans base et DFS. Donc partage de fichiers Windows, vous allez accéder dedans comme si c'était un répertoire, vous n'allez pas voir que c'est distribué. Le problème de ce type de distribution, souvent c'est relativement lent, parce que forcément il y a la notion d'aller ouvrir le fichier à distance, il faut aller lire la table, etc. Ensuite on va parcourir le fichier, à chaque fois on va faire des accès réseau, vous voyez bien. Il peut y avoir des problèmes de lock si vous êtes plusieurs dans un réseau, donc il y a plein de solutions qui sont sorties pour gérer ces problèmes de lock, mais forcément ça rajoute toujours une latence, un contrôle, mince, truc à ce PC qui a planté, le document est resté ouvert, je ne peux pas le rouvrir, c'est arrivé à presque à tout le monde. Par contre l'avantage c'est que c'est simple à mettre en œuvre, c'est pour ça que c'est ce qu'on trouve dans 90% des entreprises. Donc c'est orienté stockage de fichiers, facile à comprendre, et c'est prévu pour les réseaux locaux. C'est pas fait pour alimenter un disque dur qui est cité en Australie ou aux États-Unis, avant de passer par des réseaux privés virtuels, mais c'est pas fait pour ça. Pour améliorer un peu les performances, avec toutes les problématiques de virtualisation notamment, donc orienté machine virtuelle, on a distribué au niveau volume, donc d'abord de machine à machine, en s'inspirant de ce qui se faisait avec le RAID, c'est-à-dire les deux disques durs côte à côte. On garde la même logique, on met un lien entre deux machines, deux PC, deux serveurs, et en fait, on vient copier bit à bit. À chaque fois qu'il se passe un truc sur le disque, on va copier sur le disque à côté. Donc, typiquement, il y a le DRBD qui est fait comme ça. C'est une technologie qui est libre, ouverte, intégrée dans le noyau Linux, facile à mettre en place, très connue, qui permet de faire du primaire-primaire ou du primaire-secondaire, c'est-à-dire il y en a un qui a la primauté par rapport à l'autre, quelque chose comme ça. Il y a des technologies propriétaires qui marchent très bien et qui sont hyper performantes, comme celle de Dell. Sinon, il y a des SAN, des SSI, je me suis trompé, c'est SSI. Et donc, il y a Ceph, notre sujet, qui faisait aussi d'ailleurs. Alors, l'avantage, il y a des super performances, parce que forcément, vous n'avez plus la couche système de fichiers. Vous êtes dans la notion du bit, il y a plein d'optimisations possibles. Il peut y avoir de l'anticipation de lecture, c'est-à-dire que si vous allez lire le premier bit d'un secteur, il va commencer à charger les suivants en se disant, bon, c'est probable qu'il essaie de lire la suite. Comme sur un streaming, en fait, quand vous regardez une vidéo, il va venir charger la suite. C'est un peu la même logique. Par contre, la contrainte, souvent, c'est que c'est assez exclusif. Qui dit disque dit on ne va pas être 10 à écrire dessus en même temps. Donc, un volume égale quelqu'un qui l'utilise, et il est pour lui pour tout le temps. Ce qu'on voit de plus en plus, du coup,
qui est vraiment un changement de paradigme, qui est vraiment moderne, parce qu'avec les besoins du cloud depuis le temps, on peut rejoindre un peu le sujet de juste avant, ce côté avoir besoin d'avoir accès de plein de données, c'est les systèmes distribués niveau objet. C'est-à-dire que là, on s'abstrait du côté système de fichiers, on s'abstrait du côté physique du disque, il n'y a plus cette problématique de bits et d'octets. On va dire, j'ai besoin d'une donnée, c'est un objet. Donc un objet, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une fiche de contact, ça peut être un morceau de carte, ça peut être une stat. Et je vais aller l'attaquer via en fait des protocoles REST, donc Representational State Transfer, via des protocoles web, via mon application, depuis mon application, donc application sur PC ou application web d'ailleurs, en ASP ou n'importe quoi. Les performances sont pas top, forcément, par rapport à un disque, ça se fera toujours un peu moins vite, parce que bon, il y a le petit échange de j'aimerais ça, est-ce que tu peux me donner? Ouais, d'accord. Ah, je l'ai pas, il est à tel endroit. Mais l'avantage, c'est qu'il y a la notion de métadonnées. Donc, ça nous permet d'avoir un objet, de savoir quand est-ce qu'il a été émis. Au-delà de ça, ça permet de savoir s'il a été modifié, s'il y a plusieurs versions. Par exemple, dans Ceph, en mode objet, si vous faites une mise à jour d'un document, en fait, ça va être une copie. Donc il y aura le versionning, c'est paramétrable forcément, mais vous avez cette notion d'historisation qui est logique. Et du coup, vous avez, à ce moment-là, vous récupérez donc Microsoft Azure appelle ça blob, le terme n'est pas trop mal. Vous récupérez cette espèce de morceau de truc avec une donnée, la métadonnée autour et la notion de version. Donc vous imaginez tout de suite, c'est très intéressant quand on développe. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à passer de la programmation objet à j'enregistre ça dans une base de données ou dans un disque et il faut que je ressorte, je remets en forme ma donnée pour pouvoir l'utiliser dans mon programme. Là, vous restez sur la même logique tout le temps. Vous stockez votre objet via une API, hop, et puis vous la ressortez quand vous en avez besoin. C'est transparent pour le développeur, c'est très facile à appréhender, c'est très représentatif. Au détriment un petit peu des performances, mais ça reste raisonnable. Donc actuellement, bon, les plus connus, donc forcément il y a Amazon S3 qui propose ça, qui propose aussi les autres choses, hein, qui propose ça et qui le pousse pas mal à l'heure actuelle. Microsoft Azure, donc avec le stockage blob, et donc Ceph, Object Gateway avec le Rados. Voilà. Donc là, j'ai piqué un petit tableau qui compare un peu tout. Donc pour reprendre un peu, donc la notion de l'objet. Voilà, donc en gros, c'est un fichier, un objet, c'est une sorte de fichier qui contient les métadatas, le contenu de la donnée et une version. Par rapport à donc, la notion de fichier, ou la notion de bloc, bit, byte, secteur, comme on veut. Après, donc du coup, est-ce qu'il y a des updates ou pas? Non, il y a une nouvelle version d'objet, ce que je disais juste avant, du coup. Là, bon, forcément, fichier, bon, c'est toujours pareil, on modifie un fichier, on l'enregistre, c'est la nouvelle version du fichier qui est sur le système, donc ça tout le monde le sait. Et puis le bloc, c'est pareil, on écrase un bit, il prend notre valeur, c'est comme ça. Et après, donc, protocole, REST on SOAP, donc over HTTP, vous voyez, c'est très adapté au web. Bon, il y a d'autres protocoles possibles, parce qu'en fait, il y a des modules qui peuvent être faits pour faire des passerelles avec d'autres choses. Et après, le CIFS, donc, typiquement, c'est le partage Windows. Et le NFS, typiquement, c'est le vieux système de partage de fichiers Linux, Unix, très courant. Et donc, SSI, fibre, Channel, etc. Donc, metadata support, donc là, du coup, forcément, il y a le support des métadonnées. Mais sur un système de fichiers, on a la date, l'heure et éventuellement la personne qui a enregistré. Sauf si le partage il est fait avec le même nom que tout le monde, ce qui arrive aussi. Et puis la notion de niveau disque, on ne sait pas, voilà, ça va dépendre de comment on va l'utiliser. Après, voilà, donc après il y a toute la notion soit de partage, soit pas de partage, soit le lien passe par des. Là en fait la notion c'est que du coup, il y a ce côté cloud dès le début en fait dans la notion de l'objet. On n'a pas notion de où est stocké l'objet, on s'en fiche, on vient interroger une passerelle qui va nous donner l'information. Voilà, par rapport à un système de données partagées. Voilà, je ne sais pas si tout le monde me suit du tout. Okay. Donc après, côté très intéressant aussi, c'est que dans la notion de... voilà, les plus grosses forces, forcément, dans la notion d'objet, le côté hyper distribué fait que, nativement, c'est facile à étendre. Forcément, quand vous prenez un disque dur, une fois que vous êtes au bout, à moins de créer un autre espace logique avec des technos particulières, c'est pas facile de l'étendre. Vous imaginez bien que par contre, si vous passez par une passerelle pour aller chercher des objets dans un stockage, si vous avez 10 serveurs derrière, ça ne vous changera pas grand-chose en termes de développement, votre programme va marcher pareil. Vous payez 30 millions d'objets à aller chercher, ou 10, à part les pertes, ça devrait être à peu près semblable. Voilà. Et après, bon,
les limitations, forcément, parce qu'ils avaient les difficultés des d'extension, ce que je viens de dire, et puis du coup, oui, les problématiques de lock, du coup, sur les objets, c'est plusieurs à mettre à jour un objet en même temps. Mais alors, la plupart du temps, c'est le syntaxe. C'est-à-dire que le dernier qui a écrit, c'est celui qui a raison. Avec la notion de version, on peut quand même retrouver la précédente, pour peu que dans les métadatas, on dise qu'il l'a enregistré. Après, il y a des bonnes pratiques dans toutes les technologies. Donc du coup, Ceph, qu'est-ce que c'est? Donc Ceph, en fait, c'est une technologie qui a été développée par Serge Weil pour sa thèse de doctorat. Donc il était étudiant plutôt bien qualifié. Il s'est dit, oh, c'est vachement intéressant comme sujet, je vais développer carrément mon truc pendant ma thèse, pour montrer ce paradigme, que c'est possible de le faire et que ça va bien marcher. Puis il l'a présenté en 2007, forcément il a eu sa thèse, et il a continué à le maintenir dans son coin en disant c'est chouette. En 2012, il s'est dit, ah, il y a un business derrière, je vais créer une boîte, une tente storage avec quelques copains, pour faire du service et du support autour de cette techno qu'il avait distribuée assez librement sous licence libre. Forcément, il y a Red Hat, donc pour ceux qui ne connaissent pas Red Hat, c'est une grosse boîte Linux, c'est la plus grosse distribu Linux, je pense, en termes de chiffre d'affaires à l'heure actuelle. Donc très orienté pro, qui se sont dit, ouais, super techno, vachement sympa, on achète. On prend aussi l'équipe, parce que tant qu'à faire, autant garder les bonnes compétences et ceux qui le connaissent bien. Et du coup, Serge Weil travaille maintenant chez Red Hat depuis 2014. Donc pourquoi le mot Ceph? C'est une blague sur le céphalopode, donc direct le poulpe. Parce que les poulpes, en fait, ils peuvent gérer plusieurs tentacules en même temps, comme Ceph peut gérer plein de stockages. C'est des geeks, j'adore les donc comment ça marche, Ceph? C'est découpé en 4 démons. Ils ont fait simple. Un Ceph mode, donc un démon de monitoring, qui est extensible par plugin. Alors, pour vous donner une idée, c'est hyper simple. En genre 50 lignes de code C++ ou Python, vous pouvez faire un truc qui va venir piloter, alors je l'ai vu, piloter une ampoule Philips par radio pour la mettre en rouge quand les serveurs commencent à tomber, par exemple. Donc c'est hyper extensible, très simple. Voilà, c'est des objets internes, ça se pilote bien, c'est fait pour. Vous avez le MDS, donc Metadata Server, qui va gérer la notion d'arborescence logique en fait, et la notion de metadata entre les deux. Donc tous ces démons en fait peuvent être N par serveur et sur N serveurs. Ils communiquent entre eux. Il y a un protocole qui est chiffré maintenant, qui n'était pas avant, mais qui est chiffré maintenant, parce que du coup, à force d'étendre les nœuds, ils se sont dit ah, ce serait pas mal qu'on chiffre. Pour parler entre les nœuds, et à l'intérieur même des serveurs, ça part par ce protocole-là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une notion vraiment de hardware. Tout est réseau. Donc là, ils communiquent entre eux, mais le réseau en interne. Donc Metadata Server, il y a le Ceph OSDS, donc Object Storage Daemon, qui stocke le contenu des fichiers. Alors il faut savoir que du coup, comme ils sont partis sur le moderne dès le départ, que ce soit en mode système de fichiers, en mode disque ou en mode objet, finalement c'est objet pour Ceph. Il va faire le travail, mais en fait, en gros, pour lui, c'est l'objet. Et ensuite, la partie gateway, forcément, pour la partie RESTful, donc protocole, adressable. Donc le tout avec un algorithme Crush, qui remet à jour régulièrement et qui s'améliore, qui en fait fait vachement intelligemment la répartition des données, donc à la fois pour la redondance, pour la performance, et aussi pour qu'on ait toujours une possible reconstruction des données s'il y a un nœud qui tombe. Forcément, plus vous avez de nœuds, plus vous avez de redondance. Si vous avez 3 nœuds, c'est pas mal. Si vous en avez 4, 5, 10, 100, c'est encore mieux. Vous en perdez 10, c'est pas grave. Vos données, elles seront un peu partout. Et du coup, elles seront recopiées un peu partout, elles seront en doublon un peu partout. Et vous pourrez récupérer vos données à n'importe quel moment. Et de la même façon, si vous avez 15 000 visiteurs qui arrivent sur votre proxy, qui répartit ça sur votre ferme de serveurs web, et qui vient chercher des données, ça va être réparti sur vos 100 serveurs d'objets. Et du coup, ça va être tranquille, vous n'allez pas le sentir passer, contrairement à une grosse base MySQL ou n'importe quoi qui va se prendre ça pour une tête. Donc voilà le schéma en fait pour vous représenter un peu le truc. C'est la présentation officielle de Ceph, de Serge Weil. Donc du coup vous avez la couche basse, donc Rados, qui est la notion de stockage en fait, qui gère toute la partie réplication, résilience, effacement, etc. Au-dessus, vous avez une librairie qui gère en fait la communication avec le noyau dur. Donc ça on va dire que c'est la partie vraiment compliquée à développer, là où il y a vraiment l'intelligence lourde. Au-dessus, donc, vous avez la librairie, et après, du coup, ils ont fait des connecteurs, typiquement, des interfaces pour différents types d'usages. Donc, l'avantage de cette aussi, c'est vraiment ce côté-là, ça fait tout, et ça le fait bien. Donc, vous avez donc, le system file,
Donc CFFS, donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent GlusterFS peut-être. C'est un système, c'est un peu comme du NFS mais en distribué. Ça fait un peu le même job. Donc le système par bloc, donc RBD, donc là c'est du disque virtuel, donc typiquement pour de la machine virtuelle, voilà, que ce soit sur du Xen, du KVM, du VMware ou autre. Et la notion d'objet du coup. Ce qui est intéressant chez cela, alors je ne l'ai pas mis je pense dans la présentation, mais ils ont fait en sorte que ça soit compatible en grande partie avec les API de chez S3 Amazon, etc. Comme ça, les gens qui en ont marre de payer des grosses boîtes américaines et de se faire voler leurs données, s'ils veulent passer sur des technos libres, ils peuvent passer sur scène avec moindre développement. Donc, les différents intérêts, c'est typiquement ça. C'est que même si vous avez différents besoins, parce que vous pouvez très bien avoir besoin et d'un stockage de fichiers facile pour les anciennes installations et on va dire de l'objet pour vos nouveaux développements, vous avez un seul système à mettre en place, une seule infrastructure qui fera les deux. Les données sont donc réparties. Alors ce qui est génial, c'est que du coup, si vous avez un serveur qui bat de mail, vous l'éteignez, vous ne posez même pas la question. Quoi. Vous l'éteignez, vous faites votre maintenance dessus, vous le rebranchez et re-réparti dessus. C'est magique. C'est encore plus beau qu'un RAID hardware. Il n'y a pas 3 heures de reconstruction, ça se fait très bien, c'est assez impressionnant. Donc une redondance quasi parfaite en cas de redondance matérielle, facile à étendre. Vous avez 100 Tera dans votre réseau. Vous dites, il me faudrait 50 Tera plus, vous rajoutez un serveur, vous dites au CEF, voilà, c'est une nouvelle ressource, il va rajouter les 50 Tera dans le pool standard. C'est N. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de max. Que je sache en tout cas. S'il y a 2, ce qui n'y aurait pas de redondance. Réplication, à vous de choisir. Alors, c'est là où le petit truc. Alors, moi, j'ai toujours utilisé en synchrone. C'est un peu moins perf, forcément, que de l'asynchrone. Mais il y a la sécurité. On aura toujours les données. Après, c'est à voir. Sachant que, du coup, si on met du SSD derrière ou si on met du disque magnétique standard, on n'aura forcément pas les mêmes perfs, suivant le type de réseau aussi, bien sûr, il y a tout à optimiser. Voilà, donc oui, je parlais de SSD, j'anticipe sur la suite. C'est la possibilité de varier la composition du pool de stockage, parce qu'en fait, dans un seul même. En fait, c'est pas un seul pool de stockage que vous avez dans un gros NSF, vous pouvez avoir plusieurs pools avec des technologies différentes. En fait, dans le même anneau, vous pouvez avoir quelques disques SSD, quelques disques magnétiques, avec des noms différents, et du coup, vous pouvez leur donner une préférence pour certains types de stockage. Par exemple, les objets rapides, je vais les stocker sur mes SSD. Mes vieilles données d'archives dont j'ai besoin une fois par an, je les stocke sur des disques magnétiques, je m'en fous, c'est pas grave, je suis pas pressé. Donc ça, c'est l'architecture globale, du coup, ça va vous donner un peu plus d'idées. Donc là, hop, c'est à l'envers. Là où vous avez ce qu'il y avait dans le premier schéma. Donc vous voyez, en fait, ça fait des fermes d'objets, des pools. Donc la notion de crush qui revient avec les placements en fait, des objets dans la mémoire de façon la plus cohérente possible et la plus redondante possible. Donc ce algo il l'améliore tout le temps. Donc il y a la notion de crush map qui est redondée, qui est recopiée en fait, sur les différents serveurs, une sorte de gros index en fait, et tous les fichiers où ils se trouvent, comment est la polarité, et ça c'est calculé en permanence. Ça ne prend pas beaucoup de ressources sur la machine, mais c'est remis en cause régulièrement. On peut le voir, on peut le monitorer en temps réel. Et donc après, vous voyez, donc, ça c'est des groupes, donc OSD1, OSD2, 3, 4, 5, 6. Donc ça correspond en fait à des machines physiques et à des groupes de disques en fait qui ont été créés dans ces machines physiques. On appelle des nœuds. C'est simple. Donc, voilà. Donc alors, je vous montre un peu de console pour que vous représentiez ce que ça peut donner en vrai. Donc là, on voit que j'ai un CEF avec 3 serveurs. C'est juste un exemple. Hein. Donc du coup, j'ai mes 3 idées avec mes ports, hop, par défaut. On voit que je suis heureux, tout va bien. Que j'ai 36 unités logiques. Que j'ai 219 TB de données dispo. Et que j'en utilise que 100. J'en ai 118 de dispo. C'est pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut utiliser tout le stockage si on a envie. Mais forcément, il y a un petit risque au niveau de la redondance. C'est-à-dire que plus on va aller vers le stockage maximum du CEF, plus on a des risques qu'il ne puisse pas redonder toutes les données, donc plus il va faire de la répartition, mais pas forcément de la redondance. Donc c'est bien de garder un tiers de libre. C'est pas mal. Bravo. On est entre le RAID 5 et le RAID 1. Quoi. Du coup, voilà. Après, bon, ça cause, hein, mais c'est pas, vous voyez, du 10 réseaux pour que ça se mette d'accord, c'est pas délirant. Là, j'ai 571 connexions actives sur le système. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est divisé en quelques morceaux.
Donc sur la totalité, donc là j'utilise 45,96%. J'ai un RBD qui sert un peu à tout, voilà, qui a pas mal d'espace. Donc celui-là il n'est pas vraiment, voilà, c'est du disque standard de base. Là c'était du disque avec un peu plus de cache, donc optimisant l'écriture, et ça c'est un RBD du coup qui est optimisé lecture-écriture avec du SSD. Donc vous voyez c'est le même pool de 3 serveurs, il contient 3 blocs, 3 RBD, donc blocs device d'ensemble. On va descendre un peu plus profondément dans le SSD, du coup. Tac. Donc, dans le SSD, on voit que c'est réparti sur les 3 serveurs, sur 3 OSD. Donc, du coup, en fait, vous avez 3 espaces de storage qui viennent remplir tout l'SSD qui est réparti lui-même sur la graphe. Ça va? C'est pas trop abstrait? Donc voilà. Et là, si on redescend encore un peu, qu'est-ce que c'est l'OSD? Donc en fait, l'OSD, le dernier, le petit morceau qui est ici, par exemple, le 27. Ce 27-là, lui-même, c'est un disque dur qui est monté sur un nœud du CEF, qui porte le nom 27. Le nom 27, on le retrouve ici, là, à Hawaii, parce que du coup, c'est un système qui est une façon d'organiser les standards, bien sûr, hein, qui est généré par le CEF, on n'a pas à s'en occuper. Je suis dedans, mais normalement, on n'a jamais besoin d'aller là-dedans. Il y a un journal, parce que forcément, comme tout système de fichiers qui se respecte, il y a une journalisation pour éviter de perdre des données. Donc là, c'est du XFS. C'est plutôt rapide, c'est bien utilisé, c'est pas mal. Et là, vous avez un directory, le current, qui va contenir en fait les données, donc, qui vont être soit du disque dur, soit du block device, soit du partage de fichiers, soit de la donnée sous forme d'objet. Donc en fait, là-dedans, là, vous avez le nœud numéro 27, qui est groupé sur VT34 avec 27, 30, 33, 28, 30, 31, 34 sur 35 et 36, 29, 32 et 35. Tout ça, ça se regroupe, qui lui-même, du coup, fait partie d'un gros pool, qui lui-même fait partie d'un stockage global. Donc, vous voyez, c'est multiplement redondant. Voilà. Et du coup, dans l'OSD, si on regarde, en fait, qu'est-ce que je stocke moi dedans au niveau logique, au niveau vu de l'extérieur, au-delà de ce répertoire, en fait, j'ai 2 disques durs actuellement. Donc, j'ai 2 disques durs de 5 Tera qui sont utilisés par des machines virtuelles. Donc, vu de la machine virtuelle, c'est un disque normal, en réseau, tout ce qui est plus standard.